Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première interview en tant qu'étudiant en journalisme et on a le plaisir d'avoir aujourd'hui à nos côtés Isaac Macaulay. Salut, ça va? Merci pour l'invitation en tout cas. Merci à toi pour t'être libéré et Avec plaisir. venir faire cet entretien. Ça fait quand même très très plaisir d'avoir pour une première interview un journaliste et présentateur de Canal+. Et donc, je pense qu'on peut commencer directement avec le vif du sujet. Donc, tu es journaliste depuis combien de temps exactement comme journaliste, on va dire, confirmé? Assez vite finalement, j'ai commencé, on va dire, ma première pige, parce qu'à l'époque Ok. j'étais pigiste, enfin bref on y reviendra, mais j'ai dû commencer très exactement, je crois que c'était le 6 mai 2016, ma première date hors stage on va dire. Ok. Et à l'époque c'était pour un média dans les courses hippiques, dans les courses de chevaux. Et voilà, après de fil en aiguille, de 1, 2 piges par semaine, j'en ai eu 3, 4, 5, et après j'ai bossé pour d'autres médias jusqu'à arriver aujourd'hui à Canal. Donc ça fait déjà presque 10 ans. Ouais, presque 10 ans. Qu'est-ce que ça te fait de te rendre compte que ça fait à peu près 10 ans que tu es déjà dans le journalisme? Franchement, j'ai pas trop de recul là-dessus. En fait, ça va tellement vite. Et plus tu t'avances, on va dire, dans ta vie, dans le métier, bien évidemment, bah, en fait, t'as pas forcément le recul. Donc, il y a des moments où forcément tu te poses et tu te dis, ouais, j'ai de la chance d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Enfin, plus j'avance et plus je me dis, ouais, si je reviens, là, par exemple, dans ma situation aujourd'hui, si je reviens 3, 4 ans en arrière, jamais je me dis que j'ai la chance de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc on n'a pas trop de recul, mais forcément, tu es quand même fier d'arriver là, de partager des plateaux avec des gens que tu regardais parfois quand tu étais petit. Et non, c'est juste un plaisir globalement de faire tout ça. Aujourd'hui, du coup, c'est nous qui te regardons en plateau. Ça sera peut-être vous après en plateau également. J'espère. Je te le souhaite. Et du coup, cette chance que tu dis de faire ce métier de Ouais. journalisme au quotidien, tu as dû te la créer. Et donc, comment elle est venue cette motivation de faire du journalisme et plus précisément du Mm. journalisme sportif? En fait, j'ai eu la chance, ou la malchance pour certains, mais pour moi, c'est vraiment de la chance que quand j'étais petit, en fait, tout de suite, en gros, je commentais tout, en fait, Ok. sur le sport. C'est-à-dire que moi, j'avais pas je regardais pas trop les dessins animés. Et tout de suite, en fait, mes parents, enfin mon père en particulier, j'allais dire mes parents, ma mère s'en fout un peu du sport, mais mon père, il m'a tout de suite fait regarder du foot dès mon plus jeune âge, en fait, et en particulier tous les sports, mais surtout le football. Et de là, en fait, moi, par exemple, tu sais, j'avais la Play 1 à l'époque, j'avais le FIFA 99, et bah, quand je jouais à 6, 7 ans à ce jeu-là, parce que j'avais pas le droit au FIFA d'après, c'était trop cher à l'époque. Et quand je jouais à ce jeu-là, bah, en fait, mon kiff, c'était de commenter. C'était pas de gagner ou quoi, c'était de commenter vraiment. Et bon, je suis pas devenu commentateur au final, mais Oui. tout de suite, je me suis dirigé vers un truc où, si je devenais pas joueur de foot, et j'ai très vite compris que je le serais pas, bah, j'allais me diriger vers un métier autour des médias. Et en fait, commenter le foot, parler de foot, C'était ancré en toi. ouais, toujours. En fait, tu sais, quand tu arrives je sais pas si c'est en primaire ou au collège, mais tu sais, quand les profs ils te mettent la petite fiche en début d'année, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard et tout, je m'étais déjà journaliste dans le Oui. sport ou commentateur sportif ou présentateur dans le sport. Donc j'ai la chance de très vite savoir ce que je voulais faire. Donc, c'est en partie vraiment grâce à ton père, comme tu l'as dit, qui t'a vite mis dans le bain du sport, on va dire. Ouais, bien sûr. Après, tu développes bien évidemment la passion. Moi, Oui. ça a été mon cas. Je voulais être incollable vraiment sur tout. J'ai regardé un nombre de matchs. Je regarde toujours, mais c'est vrai qu'à l'époque, tu as le temps, tu vois. Tu regardes le foot en permanence et tout. Donc je regardais un nombre de matchs incalculable. Euh, et après, de là, tu développes toute cette passion et t'en arrives à peu près à là où je suis. Mais bon, c'est pas non plus une fin en soi, hein, bien évidemment. Mais forcément, quand tu prends le recul avec le début, c'est une belle histoire, on va dire. Mm. Et donc, pour tes premières fois Ouais. en plateau ou en direct, comment tu les as vécues ces premières fois? Euh, Franchement, la première fois, en fait, toute nouveauté, je suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup en plateau, Ok. de manière globale. C'est juste sur les premières fois, comme tu dis, des nouveautés. C'est-à-dire que si par exemple je vais faire quelque chose que je suis pas forcément habitué à faire, bah, tu as toujours cette adrénaline
en début d'émission, notamment au moment du générique, mais c'est ça qui me plaît aussi. Mais il y a toujours ce petit battement de cœur. Moi, je l'ai eu en tout cas sur mon premier plateau, ça je m'en souviendrai. C'était à l'époque, c'est toujours dans un média de course hippique. Alors j'ai bossé dans le groupe Paris Turf, et après, qui est un journal, mais qui avait une web télé. Et après, où là, j'ai pas trop eu de stress, je t'avoue, quand j'ai fait ça, parce que c'était un truc un peu. C'était un public assez fermé et petit. Et après, j'ai bossé pour Equidia, qui est la chaîne de référence dans les courses hippiques. Et là, quand j'ai fait ma première émission, c'est vrai qu'au moment du générique, donc je ne présentais pas encore, hein, j'étais, on va dire, je participais à l'émission, tu as toujours un petit battement de cœur. Et c'est vrai qu'au moment où après où ça démarre et que tu sens que tu es bien dans le truc, ça va beaucoup mieux derrière. Et après, tu sais aussi si tu es capable de faire ça ou pas. Hein. On va dire, là, c'est le test grandeur nature au moment où tu le fais vraiment. Tu disais que tu étais dans les courses hippiques au début, c'est ça? C'était en tant que journaliste confirmé ou en tant que stagiaire encore? Alors, j'ai commencé en stage, donc en fait, j'ai fait 3 ans en école de journalisme après mon bac. Et en fait, dans les 3 ans, donc j'ai fait 2 stages. Donc le stage de première année, je l'ai fait à Paris Turf, où je suis retourné après plus tard. Et le stage de deuxième année, je l'ai fait à Equidia aussi, où je suis retourné plus tard. Donc c'est important d'ailleurs, c'est un conseil qu'on peut donner à des gens qui débutent dans le métier, qui sont étudiants comme toi. C'est toujours important de garder des bons rapports, surtout quand tu as apprécié le moment. Par exemple, moi, à Paris Turf, j'ai eu la chance de rencontrer un rédacteur en chef avec qui je me suis très bien entendu, qui m'a appris beaucoup, notamment en presse écrite, qui m'a fait beaucoup progresser dans mon écriture, parce qu'à l'époque, maintenant j'en fais plus du tout, même des articles en presse écrite, mais il m'a beaucoup fait évoluer dans ce domaine-là. Et c'est vrai que en stage, c'est très important, tu apprends ces choses-là. Il m'a donné la possibilité d'avoir plein de trucs, en fait. J'ai pu faire plein de choses différentes. Aller sur le terrain, tu sais, dans les hippodromes, couvrir un peu des événements pour le journal. Plus tard, du coup, quand je suis revenu, comme je t'ai dit, c'est lui qui m'a donné ma chance pour commencer dans une sorte de web télé où tu commentes les courses et dans une ambiance un peu détente. Donc c'est vrai que c'était parfait pour moi parce que tu fais des heures d'antenne, où t'as pas forcément autant de pression qu'aujourd'hui. Et tout ça pour dire qu'en gros, j'ai commencé en tant que stagiaire et après j'y suis retourné sur mes premières années avant ensuite d'intégrer le groupe Canal+. Et donc tu disais que tu commentais des courses hippiques, c'est ça? Exactement. Du coup, tu n'as pas pu faire de commentaires dans le foot, mais dans les courses hippiques. Exactement. C'est deux métiers qui sont quand même totalement différents, parce que le commentaire dans les courses hippiques, il comprend, on va dire, tout l'avant-course et l'après-course. Donc, c'est-à-dire que tu vas analyser la course, les favoris, il y a plein de paramètres dans les courses hippiques. C'est un super... franchement, moi, j'adore ce sport depuis que je suis tout petit, parce qu'en fait, mon père, encore lui, m'emmenait souvent en course quand j'étais petit. Donc, du coup, c'est aussi un milieu que j'ai fréquenté, mais surtout en tant que public, j'étais pas forcément parce qu'il y a vraiment deux milieux. Il y a le milieu un peu propriétaire, socio-professionnel, et le milieu un peu parieur et passionné. Moi, j'étais plutôt dans le côté justement passionné. Et en fait, en intégrant du coup les médias, je suis passé un peu de l'autre côté du coup. Et du coup, j'ai commenté des courses, j'ai commenté même des très belles courses dans des hippodromes parisiens, à Saint-Cloud, à Longchamp. Quand j'ai eu la chance de commenter le Grand Prix de Paris, donc c'est qui est l'une des plus belles courses de l'année. Mais après, j'étais plutôt profil présentateur, là encore, à Equidia. Je commentais aussi, mais j'étais plus en présentation. Mais c'est vrai que j'ai passé 6 ans là-bas, et c'était 6 ans qui étaient assez formidables. Et donc, ça te fait quoi d'être aux hippodromes? Tu ressens peut-être les émotions différemment, les sensations de la course, etc. Ouais, bien sûr. Malheureusement, au fil du temps, ça se fait tu commentes, mais que ça soit au foot ou dans les hippodromes ou dans tout, tu commentes de moins en moins sur place. Donc c'est vrai que quand tu as la chance d'aller sur place, mais que ça soit, là on parle de course hippique, mais c'est pareil dans le foot, j'ai eu la chance, par exemple, d'aller à Anfield lors de la 38e journée où ils ont soulevé le trophée derrière de la Première Ligue. C'était un moment, professionnellement, c'est un moment exceptionnel que j'ai eu à vivre. Et pareil en course hippique, quand tu commentes, comme je le disais, un Grand Prix de Paris, j'ai eu la chance de commenter des belles courses sur l'hippodrome de Saint-Cloud, sur l'hippodrome de Vincennes, qui sont les... Enfin, voilà, ça paraît peut-être pour toi, parce que je ne sais pas si tu connais le milieu, peut-être pas. Pas forcément. Ouais, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de jeunes surtout, ça paraît peut-être
pas un truc de fou, mais c'est vrai que moi qui suis les courses depuis que je suis tout petit, me dire que j'ai pu commenter aussi ces courses-là, enfin, c'est quelque chose, là aussi, quand on prend du recul, qui n'était pas forcément envisageable quand j'étais petit, quoi. Bah, c'est vrai, l'effet de passion Ouais. et de donc être sur les lieux quand tu es vraiment passionné par donc le milieu hippique, comme tu Complètement. disais, ça procure un effet différent, comme par exemple quelqu'un qui va être passionné, on va dire de baseball par exemple, qui soit sur les lieux d'un événement, ça va lui procurer une sensation vraiment différente, comme tu l'as bien expliqué justement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, toi, t'es dans plutôt quel sport, toi? Moi, plutôt dans le foot, et en ce moment, j'aime bien aussi le tennis et la Formule 1. Ok. Je m'intéresse un peu à ces sports. Et j'ai eu la chance d'aller notamment au Camp Nou, à Barcelone, et c'est vraiment toujours un plaisir d'y être. Hmm. Maintenant qu'il est en travaux, ils viennent d'avoir un entraînement dessus, donc on espère pouvoir y retourner le plus rapidement possible et vivre encore des émotions. Je te le souhaite. Oh, t'auras vu l'ancien, tu l'auras vu. Mode J'aurais pu historique. voir l'ancien et j'espère voir le nouveau un Je te jour. le souhaite, je te le souhaite. Ou être sur les pelouses comme toi tu l'as été en field, être sur la pelouse du Camp Nou et vivre aussi des moments exceptionnels comme tu le racontais. Pareil, je te le souhaite aussi. Merci beaucoup. J'aimerais du coup revenir aussi, tu disais que tu as fait 3 années d'école de journalisme après ton bac. Yes. Comment ça se passait les études dans ton école de journalisme? Bah écoute, ça a été. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est. Je me souviens davantage de mes années au collège et au lycée que de mes années en école de journalisme, qui sont passées super vite. D'accord. Parce que les années, elles sont un peu plus courtes, entre guillemets. J'ai l'impression que je devais commencer. Je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que je commençais fin septembre ou en octobre mon année. Tu finis un peu plus tôt, parce que t'as pas mal de stages. Le stage. Donc c'est vrai que je retiens beaucoup mes stages. Après. On a fait plein de choses. Tu apprends le b.a.-ba sur notamment, au début, en tout cas, moi je me souviens de mon école. J'étais dans une école qui s'appelle l'ISCPA dans le 10e arrondissement, où tu apprends beaucoup l'écriture des articles au début, pardon. Après, c'est vrai que entre la théorie de l'apprentissage en école et la pratique derrière en stage, je ne vais pas te mentir, hein, c'est pas sans faire un jour à l'école, mais j'ai l'impression, tu vois, que tu apprends plus quand tu es dans le milieu professionnel. Après, forcément, l'école est importante parce que, comme je t'ai dit, elle t'apprend les bases. Là où, par contre, ça a été primordial, ça a été en 2e et 3e année, où là, je pense que la chance que j'ai eue dans un milieu comme Equidia, où il n'y a pas forcément tous les journalistes qui ont une formation journalistique dans cette chaîne, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent, qui sont des anciens, je sais pas moi, fils de propriétaires, qui ont un lien avec, on dit qu'ils sont issus du Sérail, donc qui ont un lien en fait avec les courses hippiques qui travaillent donc dans ce domaine. Ils ne sont pas tous issus d'une formation journalistique, et là où je pense avoir pu me démarquer, c'est parce que j'ai eu la chance en école de faire de la présentation, de m'entraîner, d'avoir les bases, comment regarder une caméra, comment gérer des émissions. Et c'est vrai que moi, j'étais plutôt celui qui voulait présenter. Moi, tout ce qui était. Après, c'est pas bien parce qu'aujourd'hui, on aura plutôt tendance à dire qu'il faut être polyvalent. Mais tout ce qui était montage, tenir la caméra, j'étais pas fan de ça. Ok. J'étais pas trop fan de ça. Après, il faut passer par là, t'apprends. Mais c'est vrai que dans le groupe, j'étais plutôt celui qui disait à mes potes, ouais, le montage, je te suis, et la caméra, je veux bien que tu me montres les plans de vue. Et si tu veux, je fais le mannequin devant et je me mets et je fais la presse plutôt que de faire les autres tâches. Donc voilà, ouais, c'est vrai que j'en ai oublié ta question, mais tout ça pour dire que tout de suite. Je me suis dit en école de journalisme que je voulais présenter, et que oui, voilà, que mon école de journalisme, elle a vraiment été utile sur tout ce qui est gérer ta position, la manière de parler en plateau. En gros, l'école elle t'a vraiment appris et approfondi les fondamentaux du journalisme, on va dire. Ouais. Et comme tu disais, le rédacteur en chef de quel média déjà? En première année, c'était Paris Turf. Enfin, le premier, celui qui m'a lancé, je peux le dire, il s'appelle Christophe Union Fleury. Ok. Et bon, il aime pas que je le dise, mais pour moi, tout ce que j'ai pu avoir aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce qu'il m'a donné ma chance, et je lui en serai toujours reconnaissant. Et c'est lui, du coup, qui t'a permis d'avoir une meilleure écriture en presse écrite, c'est ça Ouais, que tu disais? complètement. En stage,
il m'a donné la possibilité d'écrire des articles, même parfois des articles pour le journal qui était qui était assez important. Et c'est vrai qu'il était toujours derrière moi en disant ouais ça au début, l'évolution que j'ai eue c'était quoi 3 ou 4 mois de stage, je me rappelle plus exactement, que j'ai eu au moment où je suis arrivé et quand je suis sorti de ce stage, il m'a énormément fait progresser là-dessus. Après voilà, maintenant la presse écrite, papier en particulier, est-ce qu'elle est aujourd'hui, elle marche forcément moins avec toutes les nouvelles technologies et tous les supports informatiques qu'il y a, mais voilà, c'est vrai que c'est important quand même de savoir écrire parce que ça se perd un peu aujourd'hui. Je pense que même moi, qui écris moins d'articles, aujourd'hui, je devrais peut-être me faire une remise à niveau à un moment. Mais tu dis que les articles, l'écriture, Ouais. ça se perd. Ouais. Mais dans les articles en ligne, il y a Ouais. toujours des gens qui écrivent. Mm. C'est quoi ton point de vue sur justement l'essor des formats numériques? Forcément, on utilise maintenant à peu près tout ça. Moi aussi, hein, maintenant j'ai les applications et je regarde sur mon téléphone. À l'époque, j'achetais pour mon père, encore une fois. Je vais en parler beaucoup de mon père, je crois. Je lui achetais un journal tous les matins. C'est moi qui sortais. J'allais j'allais lui acheter le journal et après, j'attendais qu'il finisse de le lire et je le lisais. Maintenant, c'est fini cette époque. J'achète. On a la chance à Canal d'avoir la possibilité de lire les journaux, mais c'est vrai que moi, de moi-même, aujourd'hui, je ne l'achète pas, tu vois. Et moi, je trouve qu'en fait, la qualité d'écriture, après c'est un avis très personnel, mais la qualité d'écriture en papier, elle est souvent supérieure parce que c'est des articles qui sont souvent, pas toujours, mais souvent plus longs. Moi, j'aime bien les longs articles Ok. papier. Moi, par exemple, j'aime bien acheter encore. Là, pour le coup, on parlait de papier, j'achète moins des journaux quotidiens, j'aime bien avoir je suis abonné à SoFoot, par exemple, tu vois, des articles comme ça, t'en as quelques-uns, t'as quelques supports numériques, mais t'en as pas tant que ça. Et c'est vrai que le fait d'avoir SoFoot, que je lis en plus comme un livre, c'est-à-dire que j'aime bien le lire de fil en aiguille, qui se fait pas trop, normalement tu lis un peu l'article qui t'intéresse, et je trouve que ça devrait rester. Moi, ça m'embête un peu que ça parte, mais après, moi, je suis quelqu'un d'assez sur pas mal de domaines comme le sport. Pas tous les domaines non plus, hein, mais plutôt le sport, parce qu'on va me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas en disant ça, mais je suis quelqu'un d'assez conservateur. Une fois que j'ai mes habitudes, notamment sur les journaux, la télévision, je suis pour une télé un peu plus tradie avec les chaînes comme aujourd'hui. Et comme c'est pas en train d'évoluer pour le coup, sur le sport également, tu vois, j'ai du mal avec l'arrivée de la vidéo dans le foot. Enfin, tu vois, je suis quelqu'un d'assez conservateur, donc je vois pas forcément d'un mauvais œil l'arrivée du numérique. Mais c'est souvent des articles plus courts, un peu plus factuels. Je trouve qu'on est moins dans le détail parfois. Forcément, l'article presse-papier, il va plus utiliser de verbatim, de citations, en gros, Ok. pour des gens qui sont sur place. Donc, et exactement, il a aussi vocation à faire en sorte qu'il y a plus de gens qui couvrent un événement sur place. C'est très important, je trouve, parce que tu ressens et tu vois les choses totalement différemment. Aujourd'hui, le journalisme, il a évolué et quelqu'un dans un support numérique peut être devant son ordinateur et pas sur place et faire un article sur un match. Euh, Forcément, quand c'est en NBA, que c'est aux États-Unis, c'est compréhensible, mais c'est vrai que parfois, sur des choses qui se passent dans notre pays, en France, euh, j'ai tendance à préférer l'article L'article de long. quelqu'un l'article long et de quelqu'un qui était sur place, quoi. Bah oui, parce que avec l'évolution, les personnes vont plus avoir tendance à lire des articles courts. Ils veulent Mm. que ça aille de plus en plus vite et c'est un peu, on va dire, une société de consommation. C'est ça. Et après, il y a aussi, pour finir là-dessus, il y a aussi quelque chose où l'article papier, souvent, il te permet d'avoir quelque chose que tu n'as pas forcément vu. Tu vois, souvent, en regardant, en lisant un article numérique, après, je n'ai pas envie de faire une opposition, mais c'est quand même parfois un peu le cas. Je me dis que j'apprends pas, par exemple, sur un résumé de match ou quoi que ce soit. Et si je l'ai pas vu, ok, mais si je l'ai vu et que je veux lire un article, je me dis j'apprends pas quelque chose. Et parfois, quand j'ai l'article papier, forcément, tu as de la citation de du joueur de foot ou de l'entraîneur ou du jockey pour reprendre les courses hippiques, du jockey de l'entraîneur. Tu as un truc en plus, ce que tu peux avoir en télé, bien évidemment, quand tu interviews un acteur du football, par exemple, comme parfois on peut le faire
en première ligue, ça t'apporte un truc en plus en regardant, parce que tu as son avis en fait. Nous, on peut parler, mais c'est aussi bien, on aime bien avoir l'avis de la personne. Et moi, je trouve ça important d'être sur place et d'avoir la vie sur place et le petit truc en plus qui t'apporte quelque chose. En gros, l'authenticité, la personne qui va t'apporter son vrai ressenti. Bah c'est ça. Bah, par exemple, pourquoi je suis abonné à SoFoot, c'est pour ça, parce que souvent j'apprends des trucs. Alors parfois il y a des articles mais c'est rare en vrai, hein, mais où je me dis je suis pas forcément d'accord avec ce qui est écrit, des choses, mais t'as toujours t'as toujours quelque chose que tu apprends, et il y a beaucoup de reportages aussi, enfin des choses. Je me rappelle d'un article sur des femmes sud-américaines qui jouent au foot, par exemple. Tu vois, s'il n'y avait pas eu cet article, j'en aurais pas su davantage sur ce sujet. Donc voilà, il y a plein de petits trucs autour de ça. Et moi, c'est ça qui me. Je respecte bien évidemment toute forme de médias, mais moi, à titre personnel, pardon, c'est quelque chose qui m'intéresse davantage. Et du coup, les journaux papier ils t'ont permis d'enrichir ta culture sport, on va dire, et Complètement. qui ont certainement permis qu'aujourd'hui, donc, tu sois présentateur et un journaliste phare sur Mhm. Canal+. Comment on va dire, prépares une journée type, par exemple? Euh, En gros, l'émission, donc on va prendre un exemple sur Match of the Day, donc Ok. le samedi, qui est l'émission où je travaille enfin, de manière hebdomadaire, on va dire. Je travaille avec ce qu'on appelle un chef d'édition, donc qui est avec moi. Enfin, qui prépare ce qu'on appelle le conducteur de l'émission, c'est-à-dire la ligne directrice qui est étudiée, on va dire, seconde par seconde. On sait de quoi on va parler à quel instant. Donc on s'appelle en général, donc l'émission est le samedi, on s'appelle en général le lundi euh, on s'appelle assez longuement pour évaluer en fait un peu tous les thèmes qu'il y a, donc les matchs importants. Je dis n'importe quoi, par exemple l'Arsenal là récemment qui est premier de Première Ligue, on va essayer de dire, on va parler du fait que défensivement ils sont forts, tout ce qui est autour de l'actu de chaque club par rapport au match qu'on a. Donc on essaie de trouver un truc intéressant sur à peu près chaque club. Forcément, il y a des matchs qu'on priorise en fonction du classement. On sait qu'il y a plus de supporters en France, par exemple d'Arsenal, de Manchester United, de Chelsea ou de Liverpool. J'ai pas donné mon ordre de préférence en disant les clubs. Je précise parce que parfois on me demande pour qui je suis en Angleterre. Euh, mais voilà, donc du coup ça commence le lundi déjà où on établit tout ça. Euh, Vincent Lécuyer, que je cite également, il n'aime pas qu'on le cite, mais je le cite, euh, euh, envoie après le conducteur par rapport à tout ce qu'on s'est, un premier conducteur par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Et au fil de la semaine, il est affiné. Forcément, moi je regarde, donc parfois je vais lui envoyer, d'ailleurs parfois à des heures pas possibles, des stats ou des articles dont on peut parler, qui sont des éléments dont on peut parler. Lui, il fait pareil. Et on échange en fait toute la semaine. Et, euh, et en gros, après, tout dépend si c'est semaine européenne ou pas. Parce que parfois, je suis amené à travailler le mardi ou le mercredi, voire le jeudi, parfois, quand il y a la Ligue des Champions et l'Europa League. Mais la grosse préparation, elle va être la veille, le vendredi, où là, vraiment, il est sûr que je serai à ma place à mon bureau dans l'open space de la rédaction. Et je vais travailler. La journée en gros, où j'ai une sorte de texte en fait qui colle un peu au conducteur, où je rajoute les stats pour être un peu près sur tous les sujets. Euh, Ensuite, je m'adapte aussi aux consultants que j'ai. Donc, c'est-à-dire que Ok. tous les consultants, bien évidemment, sont très bons, capables de parler de tous les sujets, regardent les matchs. Mais c'est vrai qu'il y a des consultants où il faut plus aller les chercher sur l'aspect technico-tactique, d'autres où c'est vrai que moi j'aime bien aller les chercher sur comment on vit dans un vestiaire, parce que tu as des gars qui ont joué dans des grands clubs. Et enfin, par exemple, moi, j'ai pas eu la chance de jouer au niveau professionnel. Et en fait, je pense que moi et les téléspectateurs, ils veulent savoir comment ça se passe dans un vestiaire.
Donc il faut aussi essayer en tant que présentateur d'aller chercher les consultants sur les bons sujets et bien angler en fait les questions pour qu'ils puissent justement avoir la possibilité de répondre de la meilleure des manières. Donc il y a toute une préparation dans la semaine jusqu'au vendredi où je fais, on va dire, une sorte de texte que je lis pas trop, pour être honnête, en fait, pendant Ok. l'émission. J'aime bien être un peu, moi, dans comment dire? Spontanéité. Exactement, ouais, dans la spontanéité, que ça soit... En plus, c'est une longue journée, souvent, donc il faut que ça soit assez convivial et que on arrive à allier le sérieux et aussi un peu de sourire, un peu de détente, parce que Il y a la relation avec les téléspectateurs, le public. exactement, moi je me mets à la place de quelqu'un qui regarde pendant des heures Match of the Day. Il a pas, enfin, si c'est sérieux, enfin, si entre les matchs, nous on est là et on est sérieux comme des portes de prison tout le temps, c'est compliqué quoi. Enfin, moi, Ouais. pour moi en tout cas, c'est compliqué. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait tous ces éléments qui soient mis bout en bout. Mais pour te répondre à la question, la prépa, c'est du lundi au vendredi. Il y a un échange constant. Le conduit le conducteur est déjà un peu fait le lundi, mais il est affiné jusqu'au début de l'émission du samedi. C'est-à-dire que même le samedi matin, quand moi j'arrive en fin de matinée, début d'après-midi au bureau, les jours de Match of the Day le samedi, et parfois on change en fonction de la compo, parce que parfois tu prévois de parler d'un joueur, mais tu te rends compte que finalement il est remplaçant. Donc du coup, ça change un peu la donne. Et même pendant l'émission, en fait, parfois on n'a pas le temps d'évoquer parce que ça va tellement vite, parce qu'on a pris plus de temps sur un sujet. Donc voilà, dans l'oreillette, Vincent me parle, me dit bon bah ça, on enlève. On communique et voilà, ça se passe très bien. Mais ouais, la prépa, c'est du lundi au vendredi. Ok. Et tu parlais des consultants Ouais. qui abordent donc plusieurs sujets qui sont très spécialisés, on va dire. Mhm. Et comment justement tu travailles cette complicité avec eux? Euh, J'essaye d'être naturel. Moi, je reste moi-même. Tu sais, je suis quelqu'un d'assez. J'essaie d'être le plus naturel possible, enfin, je sais pas, je gère pas trop ça en vrai. Après, la complicité en plateau, comme je te disais, j'essaye de tirer un maximum de leur qualité. Par exemple. Je travaille beaucoup avec Florentine Pongol, Tom Williams. Tom, voilà, il a pas été joueur, mais lui, il est gallois, il n'est pas anglais, il est gallois, et il vit à Londres. Donc tout ce qui est l'aspect british, il a toujours un truc intéressant à te ramener. Euh, enfin, il a le prisme en fait de là-bas. Donc quand tu parles de foot anglais et que lui, il va toujours t'emmener sur quelque chose où Qu'en France, on n'a pas voilà, forcément. exactement. On va toujours apprendre quelque chose avec Tom. J'adore bosser avec lui. En plus, c'est un super gars. Florent Sinama Pongol aussi, c'est pareil. Et, euh, et en fait, par exemple, Flo, il a une qualité moi que j'adore, c'est-à-dire que je regarde le foot, comme je te dis, depuis que je suis tout petit. Et il, il voit des choses, et c'est là où c'est la chance que j'ai aussi de travailler avec des gens comme ça, c'est qu'il voit des choses. Quand je regarde un match avec lui, il voit des choses que toi, tu vois pas forcément. Lui, il a été attaquant, je te donne un exemple. Un exemple. Euh, Erling Haaland, je crois que c'était la saison dernière, quand il marque des buts, il m'a fait remarquer un truc, parce que souvent, il me dit, tu verras, quand il tire, en fait, en tant qu'attaquant, il fait des piquets à hauteur de tête. Ce qui me dit pour le gardien, je ne sais pas si on peut le faire avec la caméra, mais en gros, le gardien, si tu vises la tête, comme ça, c'est beaucoup plus dur de Oui. faire un arrêt parce que la balle, elle peut passer de ce côté, enfin, à côté de sa tête, justement. Et ça, c'est un truc, enfin, ça paraît tout bête comme ça, hein, dit comme ça. Mais c'est vrai que moi, alors, je ne suis pas trop attaquant non plus, mais, mais dans le foot, j'ai jamais entendu un gars qui me dit ouais, piqué à hauteur de tête. Moi, j'avais jamais entendu ça. Il n'y a jamais un entraîneur qui a dit à un attaquant avec qui je jouais à mon petit niveau, bien évidemment, encore je le rappelle, mais piqué à hauteur de tête. Et je l'avais jamais entendu de n'importe qui. Pareil, il y a eu un but il n'y a pas longtemps, je crois que c'était contre Brighton, Manchester United, c'était Mbeumo, je crois, le dernier but qu'il marque dans le 4-2. Il y a un geste exceptionnel de Bruno Fernandes où en fait, il se tourne très vite avant et en fait, il laisse passer la balle. Et en gros, forcément, tu le vois après sur le ralenti et tout. Flo, je te promets que c'est vrai, une seconde après le but, il me dit
Bruno, ce qu'il fait, c'est exceptionnel, regarde. Mais tu vois, pour te dire en fait, comme il a connu, il a connu le terrain, le haut niveau, il a eu la chance de jouer à Liverpool, enfin, tu vois, il va devoir, et c'est là où le consultant il t'apporte une plus-value. Et après, il va bien évidemment, alors là, tu le vois en direct, donc là, la plus-value, elle est pour moi au moment où je regarde le match, mais après, on en reparle bien évidemment pendant l'émission et on remet en situation tout ça. Et pour aller sur d'autres consultants, Christophe Lolichon, par exemple, qui a été entraîneur des gardiens à Chelsea, tu sais que lui, sur les gardiens, il va t'apporter un éclairage supplémentaire que d'autres consultants. Ça va être sa qualité principale, même si je le trouve très bon sur tous les domaines, mais forcément, en tant qu'entraîneur des gardiens, il est toujours entraîneur des gardiens, quoi. Actuellement, c'est à Dunkerque. Il t'apporte un truc. Olivier, pareil, dans le jeu, bien évidemment, excellent, Olivier Dacour. Et forcément, il a connu le vestiaire de la Roma, le vestiaire de l'Inter. Il a joué en équipe de France. Il a joué à Leeds à l'époque où Leeds United jouait des demi-finales de Ligue des Champions. Il a joué il a joué à Strasbourg, à Lens. Enfin bref, il a une carrière de fou. Et il a joué avec des joueurs. Enfin, moi, je me souviens, quand il me raconte ses anecdotes avec des Totti, à l'Inter où il a joué avec des Ibra, des Adriano. Il a eu Mancini, Mourinho en entraîneur. Tu vois, il va te raconter il va te dire comment ça se passe dans un vestiaire. Ça, toi, tu sais pas. Moi, je sais pas ce que c'est tout ça. Donc, et les téléspectateurs, la plupart, ils savent pas ce que c'est. Et ça, et même certains ont été pros, mais ils n'ont pas joué dans des vestiaires comme cela. Donc ça t'apporte un truc en plus. Et on essaye à chaque fois d'apporter une petite plus-value comme celle-là. Et donc ces plus-values, comme tu dis, ces apports, grâce aux consultants, ça permet d'avoir un point de vue différent, on va dire. Parce que par exemple, sur Canal, vous faites les palettes. Ouais. Et donc, comme par exemple tu disais, avec le piqué à hauteur de tête qui est assez surprenant, on va dire, ça permet par exemple lors d'une analyse tactique de pouvoir le placer. Tout à fait, exactement. Ça, c'est un outil qui est vraiment superbe d'avoir une palette. En fait, on essaye de mélanger un peu ce côté, comme je le disais, vestiaire, avec le côté aussi un peu tactique, mais pas rentrer trop non plus tout le temps dedans, parce qu'il n'y a pas que ça. Enfin, il y a aussi plein d'autres choses. D'ailleurs, aujourd'hui, même les entraîneurs le disent, les joueurs le disent. Aujourd'hui, il y a limite plus de management que de tactique du côté des entraîneurs. Mais oui, la palette, c'est un outil formidable. Alors, ça avait démarré avec Philippe Doucet à l'époque, dans les années 2000. Et au final, c'est un outil qui a été perfectionné. Pour revenir à Flo, là, pareil, le dernier match of the day que j'ai fait samedi m'a fait une super palette sur la défense d'Arsenal, où il te montre encore des trucs, la manière de défendre. Et c'est vrai que quand on a ces outils-là, je trouve qu'entre les matchs, ça rajoute du vivant et ça permet aussi au public d'apprendre des choses aussi qu'ils ne voient pas forcément. Tu confirmes? Parce que moi, oui, moi, je présente, je ne sais pas. moi, je regarde et justement, ça. Parce que les aspects tactiques dans le foot, moi, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Okay. Moi, à côté du journalisme, j'aime beaucoup tout ce qui est coaching, etc. Je n'ai pas encore la chance de coacher même un petit club, mais j'aimerais bien le faire. Et ouais, tout ce qui est tactique, j'aime vraiment beaucoup. Et la palette, c'est vraiment un exercice que j'aimerais faire un jour parce qu'il y a aussi eu l'émission Au Micro sur Canal+. Et donc, voir comment ils ont fait la palette, comment ils travaillent, etc., j'ai beaucoup aimé ça et ça a renforcé l'envie de faire du journalisme et la présentation ou du commentaire sur n'importe quelle chaîne. Mais Canal+, pour la Ligue des Champions, la Première Ligue, c'est vraiment très cool. Si tu veux entraîner, fais-le maintenant, parce qu'après, tu n'auras plus le temps. parce que moi aussi, j'aurais aimé le faire à un moment, mais j'ai vite compris que j'allais pas trop avoir le temps avec derrière, quand tu commences à bosser, ça s'enchaîne et c'est plus compliqué. J'avais du coup aussi une question, parce que tu parlais du direct. Ouais. Et tu parlais aussi de tout à l'heure des génériques, des battements de cœur que ça te procure. Bien sûr. Comment tu as appris à gérer, même si tu disais que tu n'étais pas très stressé à l'oral de base en plateau, comment tu as géré avec le temps ce stress du direct? Parfois, tu as des coups de stress quand il y a un imprévu ou quoi que ce soit. Tu apprends à le gérer au fil du temps. C'est-à-dire que mes premières antennes aujourd'hui, si je prends du recul avec ce que je faisais avec Idia et ce que je fais maintenant, je pense que j'ai progressé fois 1000, hein, bien évidemment, et c'est pas encore fini. J'espère encore progresser. Mais
comment tu gères ça? En fait, moi, après chacun a ses trucs, hein, mais j'essaye de jouer de l'imprévu maintenant. En fait, j'ai appris que si par exemple je bégaye ou entre guillemets je rate quelque chose, parfois c'est pas forcément de mon fait. D'ailleurs, il y a par exemple une fois, il y a pas si longtemps que ça, je lance quelque chose, c'était prévu tel quel, et finalement c'est autre chose qui passe à l'antenne. Bah, tu vois, il faut faire une vanne. Enfin, c'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. On a la chance de faire quelque chose qui nous plaît. Je dis beaucoup chance, Florent, j'en parlais avec lui, il va pas trop aimer, Florent Sénémapangol, que je dise à chaque fois le mot chance parce qu'il il dit qu'il n'y a pas de chance, il y a pas de chance. Mais moi, je m'estime quand même chanceux d'être dans un milieu et dans un domaine qui est quand même ma passion depuis que je suis tout petit. Donc j'essaye de prendre du recul par rapport à l'imprévu, par rapport à la difficulté d'un raté à l'antenne ou quoi que ce soit. Donc, on va dire que c'est pas ça qui va me faire stresser. C'est plus. Enfin, après, quand je dis je suis pas trop stressé, je pense qu'il faut pas confondre parfois stress et un peu de la tension et de l'adrénaline que tu peux avoir. Ok. Je Parce qu'il y a du bon stress, on va dire, et Exactement. du stress perturbateur. Voilà, et il y a ce que tu fais de ça, et forcément tu l'as toujours un tout petit peu quand même quand tu fais une antenne. Moi je sais que, pour une petite anecdote, quand j'ai... c'est la première fois que, en fait, à la fin de la saison dernière, donc en juin, j'ai bossé un peu sur Roland Garros, enfin bref, ça c'est un détail, mais et j'ai plus travaillé jusqu'au début de la saison de Première Ligue. Okay. J'étais en vacances. Et c'était la première fois que je coupais autant. Donc au début, tu te reposes, tu te dis, ouais, la saison a été longue et tout, c'est cool. Et très vite, ça m'a manqué. Ben, vraiment, au début, je ne me rendais pas compte que c'était ça, mais ça m'a énormément manqué. Et la reprise, la première antenne que je fais, en fait, tu as un décompte dans ton oreillette avant de commencer. Donc, il te dit 2 minutes, en général, c'est à 1 minute. Il te dit 1 minute, après, il te fait 30 secondes, après, il te fait 15, et après 10, 9, 8. Et ce moment-là, mais vraiment, je m'en souviens encore comme c'était hier, donc c'était à la mi-août, la reprise, sur la première journée de Première Ligue. Et ben, je me dis, purée, qu'est-ce que ça m'a manqué, ça. Tu vois, genre, j'étais là en mode... t'as le kiff déjà, t'as le kiff un peu de reprendre tout ça et tout, et le décompte dans l'oreillette, c'est un truc... C'est vraiment tout genre, con, mais, ça repart mais enfin. tu te dis, il y a ce truc qui m'a manqué, quoi. C'est cette petite adrénaline que tu as finalement dans peu d'endroits, tu vois. Et c'est vrai que professionnellement, j'ai la chance de l'avoir. Je l'avais aussi quand je jouais au foot encore en amateur. Malheureusement, j'ai arrêté là depuis le début de cette saison. Mais tu vois, le truc de fait de jouer à mon petit niveau, mais tu sais, tu as un classement, tu as de la compétition, tu as le bruit des crampons avant un match, tu vois, ça c'est pareil, c'est un truc, moi, c'est des trucs qui me font, tu sais, qui te donnent un petit coup de boost et où tu as envie de tout déchirer, quoi, ces moments-là. Et c'est vrai que moi, j'adore ça. Justement, tu nous parles beaucoup d'adrénaline, Ouais. de chance, de passion, comment dire, de relations avec tes collègues, on va dire. Bien sûr. Quel a été ton meilleur souvenir que ce soit même quand tu as joué en amateur ou actuellement dans ton métier? C'est le moment où le pic d'adrénaline il est le plus élevé, tu vois. Donc j'évoquais Anfield. C'est vrai que l'an passé, j'ai quand même connu 2 moments assez exceptionnels professionnellement. Faire le Arsenal-Liverpool à l'Emirates, ça a été super parce qu'en plus j'ai été accompagné ce jour-là de Morgan Schneiderlin et de Robert Pires. Et Robert, Arsenal, c'est une légende. Moi, bien évidemment, je regardais les matchs, la rivalité Manchester United, Arsenal dans le début des années 2000. Enfin, même avant, hein, mais moi j'ai grandi avec cette rivalité-là quand je regardais le foot anglais. Et Robert, en plus, c'était un joueur que j'aimais énormément quand j'étais plus jeune. Et me balader près du stade avec lui. Il faut avoir le temps par contre. Hein. Là, il s'arrête toutes les 2 secondes pour faire des photos. C'était un moment de fou. Et faire une antenne avec lui comme ça sur la pelouse de l'Emirates, tu vois, c'est des moments pro que tu savoures. J'ai eu la chance, le titre de Liverpool, d'être là, juste à côté sur la pelouse quand ils ont soulevé le trophée. Ça a été En plus, j'étais avec Florent, qui connaît très bien ce club, ce stade où il a joué. Enfin, tu sens qu'il était très ému. Enfin, c'est des moments particuliers où
où professionnellement, tu vois, tu te dis que c'est pour ça que tu fais ce métier-là. Et voilà, après, j'ai eu aussi des joies à mon petit niveau amateur. mais, mais c'est fou parce que c'est, tu vois, des moments, je parlais de ça, de mes moments de foot en club. Je joue à un niveau tout pourri, hein, de district et tout. Et, et en fait, ça avait, ça avait, parce que là ça vient de se terminer pour moi, mais ça avait une importance de fou dans ma vie. C'est, enfin, le match, moi, mais en plus j'avais des très bons potes, enfin, un de mes meilleurs potes qui joue avec moi. Tu sais, on se débriefait les matchs, mais comme des fins. Je m'étais presque, je débriefais presque autant mes matchs de, de district que mes émissions avec Vincent. Euh, et, euh, et ouais, il y a des moments de foot, tu sais, quand tu donnes un but, enfin, j'ai pas eu la chance de jouer encore une fois à un très haut niveau, mais quand tu marques un but de la victoire en Coupe de France, tu vois, alors j'étais défenseur, donc je marquais pas beaucoup, hein. Quand un jour, j'ai eu la chance de marquer un but dans le temps additionnel qui donne la victoire à mon équipe, c'est des moments que tu n'oublies pas, tu vois, des trucs où, encore une fois, tu es dans le pic d'adrénaline à ce moment-là, où j'imagine même pas quand tu es pro que tu marques un but comme ça, mais tu dois, enfin, parfois, je me demande comment certains ils font pour rester aussi calmes. Tu vois, genre, on se rend pas compte parfois, on juge devant notre télé des situations et on est très dur en plus parfois avec les joueurs. Moi, le premier, hein, d'ailleurs, sur le feu de l'action, je suis extrêmement dur. Mais en fait, parfois, quand tu prends du recul, tu te dis la situation de la vivre, toi déjà à ton petit niveau, mais c'est décuplé fois 1 million pour un professionnel. Donc, euh, donc parfois, il faut essayer de prendre du recul aussi par rapport à ça. Mais pour répondre à ta question, c'est les pics d'adrénaline, les moments sur les stades, comme je te l'ai dit. Dans les courses aussi, les commentaires de grandes courses, moi, ça a été des moments aussi professionnellement qui ont été très, très cool pour moi. J'ai eu la chance d'animer aussi une émission qui s'appelait Le Grand Débrief, qui est une émission pas facile à faire sur Equidia. C'est une sorte de comparaison un peu de Canal Football Club, mais dans les courses. Et j'ai eu la chance d'avoir des invités vraiment importants dans le milieu. Et pareil, ça te fait progresser parce que c'est un milieu particulier où c'est un milieu assez particulier que celui des courses hippiques. Notamment médiatiquement, le rapport média-pro est assez particulier, je trouve. Donc voilà, il y a eu plein de moments comme ça importants. Tu disais que l'émission Le Grand Débrief, elle n'était pas facile à faire Ouais. et qu'elle se rapprochait aussi du Canal Football Club. Mhm. Donc, c'est des émissions qui sont plutôt compliquées. Pourquoi exactement tu trouves qu'elles sont plus compliquées qu'une autre, par exemple? Alors, le Canal Football Club, c'est difficile pour moi de le dire parce que je suis pas dans une position de présentateur dans cette émission et donc moi je suis autour de la table là, les fois où je le fais. Donc là, on va dire que c'est un rôle, voilà, tu t'en tiens à ton rôle de journaliste autour de la table et tu essaies d'être le plus factuel possible et de recentrer un débat, par exemple, d'emmener un débat sur quelque chose. Donc, on va mettre ça de côté. Pour revenir sur le Grand Débrief, c'est une émission où tu as, en gros, tes présentateurs, tu as un invité qui est à ta droite et 2 consultants à ta gauche. Donc déjà, la gestion du... C'est comme... ça peut être comparé, on peut le comparer aux histoires de Champions que j'ai eu la chance de faire sur Ousmane Dembélé, où voilà, tu dois essayer de faire en sorte que tout le monde ait à peu près la parole. Tu dois faire en sorte que tes consultants ou tes invités ou tout le monde ne disent pas tous la même chose, parce que parfois, malheureusement, ils veulent dire la même chose. Et donc, du coup, tu as l'impression que l'émission, elle peut tourner un peu en rond et tout. Donc il faut, et tu as aussi cette notion qui, en télé, est très importante, c'est le temps. Le temps, il est... on n'a souvent pas le temps, parce qu'une émission, en fait, tu as envie d'aborder tellement de sujets Ouais. que parfois, tu as des contraintes de temps qui font que c'est un peu plus... que parfois, tu as envie de pousser sur quelque chose et tu peux pas parce que sinon, tu vas oublier d'autres éléments qui sont aussi très importants. Et là où il est dur, c'est que il faut essayer de gérer plein de petits éléments pour faire une émission la plus qualitative possible. Mais dans le même temps, ça te fait beaucoup progresser parce que tu apprends, tu sais encore une fois, des heures d'antenne quand tu fais une émission. En plus, c'est en direct, hein, donc quand tu fais des émissions en direct, ou au moins dans les conditions du direct, quand tu fais ce type d'émission,
entre guillemets, tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur. Alors, il y en a où je me suis trouvé vraiment pas bon, ça arrive, hein, où tu te dis, purée, j'aurais pu faire 100 fois mieux dans les questions posées, dans comment t'emmènes ton invité. Et il y en a où tu te dis, bah, franchement, c'était sympa, quoi. Enfin, le type, l'invité, il t'a donné des trucs, il s'est livré à toi, il était en confiance. C'est un enjeu, c'est pas si facile que ça. Ça dépend les clients, bien évidemment, mais c'est pas si facile que ça. Surtout dans un milieu, je parlais de conservatisme de ma personne sur certaines choses. Le milieu hippique, et notamment les anciens, ils sont assez conservateurs. Donc quand toi t'arrives, t'as pas que, tu sais, les gens il y a plus de longévité qu'au foot. Hein. T'as des mecs qui entraînent depuis 50 ans et qui sont toujours au top. Donc quand toi t'arrives, t'es là entre guillemets. Moi j'ai fait 6 ans, mais 6 ans finalement par rapport à ces gens-là c'est peu. Que toi t'as pas vu leur victoire quand ils gagnaient en 1980, 90 et autres. Bah, il faut essayer d'être le plus légitime possible. Donc c'est aussi dur dans ce sens-là. Il y a plein de petits paramètres qui font que c'est dur. Mais ça te fait encore une fois, comme je le dis, progresser. Et j'ai eu la chance de progresser, de travailler avec des journalistes à ce moment-là aussi, qui étaient plus expérimentés que moi, des présentateurs, présentatrices. Il y a une super présentatrice avec Idia qui s'appelle Manuela Jolivet, qui gère cette émission d'ailleurs du Grand Débrief qui existe toujours. Et pareil, elle m'a énormément fait progresser sur la gestion d'un plateau. Et il y a plein de petites choses. Tu vois, par exemple, savoir poser la bonne question, c'est très important à l'instant T. Ça, c'est peut-être même le plus dur, je dirais, pour moi. Parce qu'à un moment, parfois, tu as tendance à être trop plat, trop lisse dans ce que tu veux dire. Et il faut savoir poser une vraie question pour qu'on puisse ensuite, que l'invité puisse te répondre de la meilleure des manières. Bien pouvoir le relancer, en gros, C'est ça. au bon moment, c'est, on va dire, crucial. C'est ça. Et bah cette journaliste-là, en l'occurrence, Manuela, elle m'a beaucoup fait progresser là-dessus. Elle m'a beaucoup appris sur cet aspect-là du métier de présentateur. Et t'abordais aussi le fait que au Canal Football Club, tu es un peu plus journaliste, Ouais. moins présentateur. Mhm. Quel rôle tu préfères, si je peux me permettre bien cette sûr. question, et comment tu travailles et gères un peu ces deux rôles différents qu'on peut voir de toi? Franchement, moi je suis quelqu'un qui j'aime bien varier aussi un peu les plaisirs. Donc j'ai la chance d'avoir de la continuité en fait dans la présentation de Match of the Day. Moi ça me plaît parce que c'est entre les matchs, tu vois, t'as les matchs, tu parles du foot, tu es vraiment sur les matchs en eux-mêmes. Donc moi ça me plaît de présenter ça et comme ça me plaît aussi, tu vois, dans le Canal Football Club, là je le fais depuis peu. Donc, j'ai pas dû, j'ai dû en faire quoi 4-5 depuis le début de la saison. C'est un nouvel exercice pour moi. Enfin, l'exercice en lui-même, je l'ai déjà fait dans d'autres émissions parce qu'avant de bosser à Canal Plus France, j'ai bossé pour Canal Plus Afrique. Donc, du coup, j'ai fait ça pendant ce rôle-là un peu de journaliste. J'ai pu le faire pendant assez longtemps. Et je l'aime bien aussi parce qu'en fait, tu participes aussi un peu parfois au débat. Donc j'aime bien. Après, forcément, aujourd'hui, j'ai peut-être plus vocation à présenter. J'ai la chance de présenter, donc comme je disais, Mosd. J'ai pu faire aussi un match les matchs du dimanche, des soirées de Ligue des Champions, histoire de Champions, tu vois. Donc forcément, tu vois, quand tu enchaînes les présentations, tu as plus vocation à faire ça. Mais c'est aussi cool parfois d'être autour de la table comme dans un Canal Football Club parce que comme je dis, tu participes au débat, tu ramènes des éléments factuels, tu vois. Enfin, hier, il y avait un sujet sur les jeunes qui sont lancés de plus en plus tôt, tu vois. Toi, tu t'insères dans le débat et tout, donc c'est aussi cool. C'est dur de dire que je préfère présenter que faire ça. Peut-être j'ai plus vocation aujourd'hui à présenter, mais ça aussi, c'est sympa à faire. Donc finalement, tu es polyvalent. Tout à l'heure, tu disais que la caméra, c'est pas forcément ton truc. Je suis polyvalent à l'antenne. En plateau, oui, voilà, c'est ça. Ouais, à l'antenne, je suis assez. Enfin, pour le coup, j'ai fait pas mal de trucs, en plus sur des sports différents, parce que là, on me voit plus au foot en France, mais quand j'étais à Canal Afrique, je précise pour ceux qui voient ceux qui verront la vidéo. En gros, Canal Afrique, en fait, tu as des droits différents de Canal France. Donc, par exemple, tout ce qui était foot
À l'époque, c'est toujours le cas du coup, puisque Canal n'a pas les droits du foot français, mais foot français, foot allemand, et à l'époque il y avait le foot italien, nous on bossait sur ces matchs-là, tu vois, donc foot espagnol bien évidemment. Donc on bossait sur ces matchs-là, j'ai eu la chance de faire la CAN, donc ça c'était en foot, mais je bossais aussi sur des émissions de MMA. Ouais, et plus les courses hippiques sur notre chaîne, parce que je bossais en même temps à l'époque à Canal Afrique et Equidia, Ok. avant d'être maintenant vraiment en contrat avec Canal+. Euh, il y a de la polyvalence, ouais, forcément. Après, il faut être polyvalent aujourd'hui, euh, au-delà du plateau. Parce que moi, j'ai eu un parcours un peu atypique quand j'ai commencé, mais aujourd'hui, souvent, il faut passer par faire assistant chef d'aide, fabricant, des métiers en gros qui sont où t'es pas t'es pas tout de suite propulsé à l'antenne, quoi. Donc, la polyvalence est importante. Moi, malheureusement ou heureusement, j'étais pas très bon dans tout ce qui était, pas très bon, et j'aime pas trop ça dans tout ce qui est montage et autres. Mais je conseillerais plutôt de maîtriser cette partie-là du métier quand même. Du coup, c'est important d'avoir toutes les facettes et c'est ce qu'on nous apprend à l'école, du coup, justement. Ouais, après, j'ai l'impression que c'est dans l'air du temps, hein. C'est pas que ça va au-delà du journalisme. Aujourd'hui, dans les métiers, on demande aux gens d'être de plus en plus polyvalents sur les choses. Donc, écoute, c'est dans l'air du temps. Ça va être la réponse la plus courte que j'ai faite, parce que je suis très long, moi. Je suis désolé, hein. Je m'excuse, Non. je suis très long à chaque fois quand je réponds. Mais ouais, non, c'est dans l'air du temps. Donc, c'est vraiment dans l'évolution de tous les métiers et de la société. J'ai l'impression, après, peut-être que je me trompe, mais c'est une impression que j'ai quand je vois autour de moi des gens qui ne sont pas forcément dans le journalisme, on leur demande d'être de plus en plus polyvalents. Donc, écoute, on s'adapte maintenant avec notre époque. On est en 2025, c'est le pire argument de la Terre, ça. Je déteste les gens qui me disent « Oh bah, on est en 2025, hein, c'est comme ça. » Mais bon, voilà, il faut s'adapter. Après, moi, en tout cas, ma polyvalence, la polyvalence que je peux... puisque je fais aussi des résumés parfois sur les soirées de Ligue des Champions, dans la fameuse boîte du Canal Champions Club, forcément, elle me sert, et c'est quand même des exercices globalement qui me plaisent. Donc moi, pour le coup, je n'ai pas trop à me plaindre. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, l'adaptation Ouais. face à l'évolution des métiers, de la polyvalence, etc. Comment ton métier ou le métier du journaliste sportif en général, il s'adapte face aux enjeux comme la technologie ou là, tout récemment, l'intelligence artificielle qui est en pleine explosion, on va dire. Pour l'instant, le virage, il se fait... Alors après, moi, techniquement, je m'y connais pas. Je suis pas assez calé pour dire techniquement comment ça se passe, mais j'imagine que l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. Forcément, technologiquement, maintenant, on est de plus en plus perfectionné sur les outils, on va dire, que ce soit au niveau caméra, au niveau logiciel en régie, matériel et autres. Donc forcément, tu sens l'évolution. Après, sur l'IA, sur mon travail, par exemple, l'intervention de l'intelligence artificielle, moi, je l'évite pour l'instant au maximum. Pour te raconter un petit truc, une fois par curiosité, j'ai utilisé ChatGPT pour une stat. Et il s'avère que la stat a été complètement fausse. Et a oublié plein d'aspects. Donc, je passe les détails, mais je me suis amusé à lui répondre, à dire que tu as oublié ça, t'es nul, etc. mais voilà, donc c'est vrai que moi j'évite d'utiliser ça pour l'instant. Faut jamais dire jamais, mais j'aime pas trop, moi. Comme je t'ai dit là-dessus, je suis assez conservateur encore, donc il faut vraiment que je trouve ça infaillible ou quoi que ce soit. Et pour tout ce qui est statistique, je trouve qu'il y a des outils aujourd'hui, notamment dans notre milieu, même si je trouve qu'il ne faut pas abuser des stats, mais elles sont quand même utiles, qui sont quand même assez perfectionnées. Donc je préfère pour l'instant utiliser des méthodes un peu plus traditionnelles que l'intelligence artificielle. Et moi, je préfère écrire mes textes tout seul, hein, je t'avoue. Je ne vais pas taper écris-moi mon texte, je dois animer une émission. Non, ça pour l'instant,
Pour l'instant, je n'y suis pas encore. Donc, mais je pense pas que j'y serai si tôt. Non, ça me fait presque peur parfois, je t'avoue. L'intelligence artificielle. Ouais. Sur, ça peut être utile, hein, bien. On l'a déjà utilisé pour des. Je sais pas, écris-moi une lettre pour tel truc administratif. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais je me dis que ouais, aujourd'hui, enfin, je sais pas, c'est fou un peu, non Toi, t'es plus jeune que moi, je pense, donc je suis pas si vieux, mais je sais pas, moi, je sais pas, ça me fait presque, ouais, j'ai du mal à prendre le virage en tout cas. Je l'utilise pas beaucoup, moi, personnellement. Tu l'utilises pas beaucoup en général ou plus dans ton métier? Ah, dans mon métier, je l'utilise pas du tout pour le coup. Ok. Vraiment pas du tout. Et en général, c'est très rare. Avec les gens de mon entourage, parfois, je leur dis, tu regardes, ouais, t'as raison sur ça, non, mais viens, on regarde et tout. Ça peut arriver, tu vois. Mais ouais, non, je suis pas trop dans le truc, moi, pour l'instant. Peut-être que peut-être, hein. Faut pas se fermer des portes, hein, mais pour l'instant, je suis prudent. Pour l'instant, tu l'utilises pas, tu restes dans la Tu conservation. utilises beaucoup, toi? Un peu quand même. Ah ouais? Ouais. Mais par exemple, pourquoi? Des fois, j'ai des inspirations, je veux créer des histoires. Ok. Et comme je suis pas écrivain, Ouais, bien sûr. donc je demande un peu d'aide pour savoir comment bien écrire une histoire, une trame, etc. Ou qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Je fais des recherches dessus. Mhm. Je vais moins sur Google, je vais l'utiliser, mais moi aussi j'ai déjà eu l'expérience d'avoir des réponses fausses. Mhm. Et moi aussi je vais te dire que c'est pas bon. Ouais. Et du coup je vais aller chercher autre part pour avoir les bonnes réponses. Mais ouais, je l'utilise pour pas mal de choses. Après, avec mon petit frère aussi, on a créé quelque chose de. Il n'y a que nous deux qui le connaissons, on a créé un univers de football à nous deux, Ok. totalement inventé. Ça veut dire que tous les joueurs sont inventés, des clubs inventés. Il n'y a Ok. personne qui Et c'est par ChatGPT que tu as fait ça? Non, ça c'est Ah, ça, c'est vraiment toi. par Ok. nous. Et par exemple, on l'a utilisé pour faire genre une base de données. Ok. Parce qu'on a des valeurs marchandes, des noms de joueurs, il y a vraiment beaucoup de choses. Ok. Et on fait aussi une sorte de Ligue des Champions, on va dire, entre les clubs. Ok. Et pour faire les tableaux, on a essayé de faire aussi avec le nouveau format de Ligue des Champions. Et du coup, on essaye de l'utiliser pour que ça soit plus simple, parce que c'est vraiment compliqué de faire les tableaux, les nouveaux tableaux, et ça nous permet aussi de structurer un peu plus les joueurs, les données, etc. Du coup, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit sur l'évolution Ouais. aussi avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui ont des impacts, que ce soit négatifs ou positifs, dans le métier du journalisme? Bah écoute, le journalisme, il est en constante évolution, mutation. Il y a des modes, il y a des courants à des moments. Donc il faut tout simplement s'adapter, on va dire, à ça, ou résister, selon les envies. Il y a des changements, forcément. Tu parlais de l'intelligence artificielle, qui, sans doute, j'ai l'impression, va peut-être prendre de plus en plus de place, ou pas, mais pour l'instant, on a plus envie de dire oui que non. Ouais, alors, ça dépend les domaines. Moi, dans le foot, j'observe en tout cas qu'il y a une manière de consommer, de diffuser et de consommer le football qui est complètement différente. Je fais partie plutôt de la génération Y, comme on dit, toi plutôt de la Z. Et je pense qu'on a peut-être alors peut-être pas nous deux, mais dans la globalité des manières de voir le foot un peu différentes. Je sais pas si la suite, ça va être un football que sur des plateformes. J'espère pas, en tout cas. Ce serait dommage, en tout cas, pour moi. Mais sur Netflix, Amazon, je dis n'importe quoi. Même YouTube maintenant, puisqu'il y a un championnat qui est diffusé sur YouTube désormais. Et des matchs de l'équipe de France Espoir. Je ne sais pas si c'est ça, en tout cas, l'avenir. Moi, d'un côté, je suis assez positif parce que je me dis qu'on s'adapte forcément à un nouveau public et à un public plus jeune. Peut-être que c'est ça qui peut les emmener à regarder le football.
Je sais pas trop d'ailleurs c'est quoi les audiences autour de ça, si elles sont bonnes ou pas, il faudrait que je me renseigne un peu plus. Je sais qu'au début ça avait bien marché, après forcément c'est de la nouveauté, donc je sais pas après si dans la durée ça reste. Euh, Après moi je suis très attaché aussi à, je pense qu'il faut pas oublier les gens, enfin moi je pense par exemple, on y revient à mon père qui lui, à un certain âge, il m'a eu assez tard en plus, il regarde encore le foot, il est à la retraite, il est à la maison, il regarde beaucoup de foot. Et il n'est pas forcément au fait de toutes ces nouveautés, tu vois, de Netflix, d'Amazon. Tu vas me dire, tout le monde a Netflix, mais tu as des gens, tu vois, comme lui, il y en a plus qu'on ne le croit, tu vois, qui ont du mal avec ce nouveau mode de consommation, tu sais, de regarder des trucs des événements en direct sur Amazon, Netflix, YouTube. Moi, je serais plutôt pour un mix, tu vois, qui est une sorte. Enfin, si ces plateformes-là diffusent, ok, hein, moi, je n'ai rien contre ça. Euh, Après, moi, je pense aussi qu'il faut garder aussi ça sur une télé un peu plus traditionnelle. Donc si tu veux que ça soit sur la plateforme, peut-être même à la limite que ces plateformes-là aient aussi des chaînes qui soient plus faciles d'accès, on va dire. Après, tu me diras, il faudra payer plus parce que ça reste des abonnements, etc. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que tu vois, c'est quelque chose où aujourd'hui, je trouve que c'est important de garder aussi ce public-là. Euh, Par exemple, je ne sais pas si. Enfin, aujourd'hui, la plupart des gens qui regardent la télé, c'est pas les jeunes, tu vois. Enfin, faut dire ce qui est. Donc, c'est plutôt un public. Enfin, d'ailleurs, aujourd'hui, l'enjeu sur certaines cases en télévision, je parle au-delà du sport, c'est la ménagère. Souvent, on entend souvent parler de ça. Euh, et je pense qu'il faut un mix des deux. Mais le traditionnel est aussi important. Et en tout cas, le, le travail moi qu'on fait, je trouve, à Canal+, où on a quand même une certaine, je trouve, liberté dans nos sujets éditoriaux sur le football. Ça nous permet enfin, on essaye de faire quelque chose de plus qualitatif possible, justement, pour qu'on garde un peu cette tradition et cet avantage aussi que tu as d'être en télé, parce que tu as des plateaux différents, tu as des studios, tu as des moyens aussi qui sont quand même importants. Donc c'est important, je pense, aussi de garder ça. Donc ouais, il y a des enjeux, je pense. Ouais, il y a des enjeux. Après, est-ce que c'est négatif? Je sais pas. Je sais pas. Tout changement, il y a du positif comme du négatif, j'ai envie de te dire. C'est un peu une réponse de Normand, mais c'est ça, tu vois, il faut. Faut s'adapter, comme tu Ouais, le disais tout à ouais, l'heure. c'est ça, c'est ça. Moi, encore une fois, je suis plus attaché. Ça me fait bizarre de voir un match. Là, par exemple, il y a du basket maintenant sur Amazon. Moi, ça me fait bizarre de voir du basket sur Amazon. Tu vois, je me dis, je le fais. Hein, tu vois, moi, j'ai regardé hier soir la NBA quand je suis rentré chez moi. J'ai regardé un peu. Alors, après le match entre Paris et Lyon, mais tu vois, genre, j'ai regardé sur Amazon. Tu vois, donc, tu vois, même là, la nouvelle plateforme sur le foot français, enfin, moi, je sais que mon père, il galère, tu vois. Il galère. Il a galéré l'année dernière, maintenant il galère encore à avoir des matchs de Ligue 1. Alors, tu sais, c'est de plus en plus facile quand même, tu vois, parce qu'on pense. Mais c'est pas si facile que ça quand même. Bah, les évolutions, elles sont compliquées à gérer ou pas, justement, comme tu disais, avec les différences de génération. Donc, oui, il y a forcément une nécessité d'adaptation. Et comme toi, tu es, si je peux me permettre, assez conservateur, on va dire, Je peux te permettre. il- tu penses comment il faut faire pour vraiment euh, associer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais associer la génération Y et Z pour que le public soit réuni, entre autres. Bon, après, on va dire que sur la consommation du foot, elle se rapproche de plus en plus. Hein. Je vais pas te mentir, hein, même moi, il y a peu de matchs où je sors pas mon téléphone et tu vois, c'est rare. Enfin, aujourd'hui, c'est très rare. Alors qu'avant, c'était impensable. Je veux te dire, avant, je regardais un match, je posais mon téléphone dans ma chambre et je me mettais devant le match et il fallait surtout pas que quelqu'un m'envoie un message. En tout cas, j'allais pas voir mon téléphone. Maintenant, mon téléphone, il est à côté de moi pendant la plupart des matchs.
Parfois, je le regarde pas, tu vois, mais ça dépend les matchs, tu me diras. Mais, ouais, il faut. Après, je pense pas qu'elle soit si éloignée aujourd'hui, la génération Y et Z, sur la consommation du foot, très honnêtement. Ça l'a été. Euh, Tu vois, enfin, moi, dans ma manière de le consommer, tu vois, pour te dire, j'ai beaucoup de mal à regarder un match avec du monde. Tu vois, tu vois, je déteste ça. Et mes potes, tu vois, alors que je te disais, je suis de la génération Y, mes potes de la même génération que moi, allez, venez, on va tous voir un match au bar, venez, on va voir un match chez tel ou chez tel ou chez tel. Et moi, je suis un peu le mec chiant qui dit non, non, moi, bah, déjà, je peux même plus les voir parce que je travaille la plupart du temps. Enfin, je les vois, mais au travail. Mais j'ai du mal à voir un match, par exemple, avec beaucoup de personnes, tu vois, parce que je vais dire, putain, mais con, enfin, c'est pas du tout ça. Tu vois, je vais être très dans le match en lui-même et dans l'aspect technico-tactique, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Donc, ouais, je pense pas que ça soit si éloigné, très honnêtement. Ok, et donc j'avais une dernière thématique en Ouais. gros à aborder, c'est un peu les conseils que tu pourrais donner à des étudiants comme moi ou des futurs journalistes. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner, que ce soit les qualités ou les erreurs à éviter en début de carrière? Euh, je pense que il y a tout un chemin à prendre. Après, moi, j'ai un parcours tellement particulier que. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, très vite, j'ai fait de l'antenne, tu vois, donc c'est difficile de se dire que. Après, je veux pas refroidir les gens, quoi, hein, mais c'est difficile d'arriver, de commencer et tout de suite d'avoir la chance de faire des antennes, sauf si tu mènes ton truc, tu crées un truc et que ça marche, ça peut arriver, euh, même si c'est pas évident. Euh, le- Moi, la première chose, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et ça peut être c'est un conseil important, et j'en ai parlé, c'est le contact que tu as. S'il est bon, bien évidemment, il faut que ça te plaise, hein. Moi, par exemple, le premier stage que j'ai fait à Paris Turf, il m'a tellement plu à ce moment-là, et l'entente que j'avais avec le rédacteur en chef qui m'a repris. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, le contexte dans lequel il me reprend, il est fou, hein. C'est-à-dire que je suis à cette époque-là, en fait, après mes 3 ans de journalisme, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie, pour être honnête. Je fais mon stage de fin d'études, dans un truc un peu, un truc pas ouf. Enfin bref, on va pas en parler. Mais je me retrouve en fait sans rien. Je sais même pas si je continue mes études, ce que je vais faire et tout, etc. Et en fait, j'étais hôte d'accueil à Bercy, pour te dire. Donc à l'Accor Hotel Arena. Et je plaçais les. Donc, tu vois, c'était un de mes premiers boulots. Et en fait, un jour, il y avait, soit tu bossais à l'intérieur et tu plaçais, tu disais aux gens, il faut s'asseoir là et tout. Soit tu bossais à l'extérieur et tu disais aux gens où est-ce qu'il faut aller. Et un jour, j'étais à l'extérieur, je me rappelle plus c'était quoi le concert, c'était un truc de rock et tout, je crois. Et en fait, j'étais à la sortie du métro, j'avais une voix un peu qui portait. Et donc, du coup, je gueulais à la sortie, les loges par là, grand public, accès par là. Et en fait, au moment où je gueule, bah, il y a ce mec, Christophe Union, qui me dit putain, mais Isaac, c'est toi et tout. Qu'est-ce que tu fais là et tout. Je lui dis bah écoute, je fais ça en attendant pour gagner un peu ma vie et tout. Je faisais ça en parallèle de mes études, je bossais et, euh, et il me dit ah écoute, et en fait c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé contact, tu vois. Il m'a vu, enfin le fait qu'en stage ça soit bien passé avec lui, tu sais, il est venu me voir, tu vois. Enfin s'il n'avait Oui. pas pu voir ma gueule pendant le stage, je t'inquiète pas, il aurait tracé sa route et il serait allé à son concert tranquille. Et après moi je l'ai rappelé plus tard, je lui ai dit ouais il faut qu'on se fasse un déj et tout, etc. Et il me dit bah écoute, qu'est-ce que tu fais toi en ce moment, t'es toujours à ton truc à Bercy là? Je lui dis ouais. Et il me dit bah écoute, on cherche des gens pour faire des piges. Donc, t'es piges, je rappelle, t'es payé, t'es freelance, quoi. T'es payé à la journée, à la tâche que tu fais. Il me dit, bah écoute, viens faire un test de commentateur. Parce que moi, à l'époque, j'ai 20 piges. Je lui dis, non, mais moi, je sais pas faire ça. Moi, je veux pas commenter des courses comme un con. Alors que le mec, il me donne une opportunité. Il me dit, heureusement qu'il m'apprécie. Il m'a dit, mais non, mais viens, je te mets avec quelqu'un. Tu vas voir, ça va bien se passer et tout. Et après, de là, tu vois, de là, c'est parti jusqu'au, comme je t'ai dit, du fameux 6 mai 2016 à aujourd'hui, novembre 2025. Donc, pour revenir à ta question, le conseil, c'est de garder justement ces contacts que tu entretiens, parce que c'est très important. Euh, et le comportement que tu as justement dans ces stages, il est très important aussi.
faut arriver en fait à être. Il faut avoir ce juste milieu entre être avenant avec les journalistes, c'est-à-dire, parce que là je te parle de la relation que j'avais avec lui, mais j'avais une très bonne relation globale avec tout le monde. Et en fait, le relationnel que tu entretiens avec ces gens-là, il est important parce que ils te respectent après au fur et à mesure, de par tes connaissances ou non, de par les questions que tu vas leur poser ou non. Mais il y a quand je dis juste milieu, il y a juste milieu avec le. Faut pas non plus être trop dans la lourdeur. Tu vois, il faut pas le saouler non plus, quoi. Tu vois, il y a ce truc un peu, cet entre-deux. Et, voilà, et le fait que j'ai entretenu ça avec lui, par exemple, ça m'a permis de revenir plus tard et qu'il me propose un boulot, tu vois, et qui me lance, entre guillemets. Et après, pareil avec Kidia. Kidia, tu vois, j'avais fait un stage là-bas, j'y suis retourné plus tard. Pareil, en pigiste aussi. En fait, j'ai toujours été pigiste jusqu'à Canal l'année dernière. Et en gros, donc ça, c'est le comportement. On parle beaucoup de croire à ce que tu veux faire, forcément. Ça, c'est entre guillemets bateau, bien évidemment qu'il faut croire en ce que tu fais, il ne faut pas lâcher. Mais ça, c'est un détail, tu vois, parfois qu'on sous-estime, je trouve. Et que certains stagiaires, je le vois d'ailleurs encore jusqu'aujourd'hui, peuvent sous-estimer parfois. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait, tu vois. Enfin, parfois, tu vas être dans un média qui est mis. Enfin, tu vois, Paris Turf, ça ne te parle pas forcément, tu vois. Mais regarde, aujourd'hui, grâce à ça, je suis peut-être à Canal aujourd'hui, tu vois. Enfin, il y a tout un chemin qui est particulier. Et l'autre chose très importante, alors ça c'est un peu plus de pression, mais quand tu as une opportunité, il faut essayer de la saisir la première fois. Parce que le train peut passer 2 fois, mais la deuxième fois il peut passer très longtemps après. Et parfois il passe jamais. Donc ça c'est vrai que c'est un conseil que d'autres m'ont donné et qui est très vrai. Ouais, parfois, tu vois, par exemple, avec Kidia, j'avais loupé à un moment donné, j'avais fait des tests, tu vois. Après, je n'ai pas envie de dire que c'est définitif non plus, parce qu'avec Kidia, comme je le dis, j'avais loupé à un moment donné des tests pour être présentateur. Tu sais, ils avaient fait une sorte de casting un peu interne, interne-externe, pour faire de la présentation, et j'avais participé à ce truc-là. On n'était pas tant que ça en plus, hein, et c'était pas suffisant ce que j'avais fait. Euh, donc, euh, donc j'ai fait d'autres choses et après il y a eu, ils ont pu me redonner ma chance plus tard. Mais voilà, les opportunités c'est important parce que tu n'en as pas toujours, notamment dans ce milieu-là où on va pas se mentir, hein. Par exemple, présenter une émission, que ce soit Canal+ ou sur une autre chaîne, il y en a plein qui convoitent des choses, et enfin, au-delà de même de présenter, participer, tu vois, être dans une émission, enfin, tu vois, c'est des choses qui sont convoitées par beaucoup de gens et que malheureusement, beaucoup de gens ne peuvent pas, ou n'ont pas la possibilité, ou n'ont pas l'opportunité. Donc quand tu l'as, c'est important d'essayer de la saisir au maximum. En parlant d'opportunités, aujourd'hui, tu m'as permis d'avoir l'opportunité de faire ma première interview. Ouais. Et bah, si tu as quelque chose à ajouter encore ou des questions à me poser à moi. Non, ouais, bah écoute, moi, on s'était dit, enfin, ce que je t'ai dit, ce que je t'ai toujours dit quand tu m'as contacté, c'est que, en général, enfin, moi je sais à quel point, quand j'étais étudiant, parfois j'ai essayé de contacter des gens et tout, et c'était galère, tu vois, enfin, j'avais pas forcément des réponses. J'ai galéré parfois à trouver des stages et tout, j'ai eu de la chance. Enfin, mais pour ce type d'interview, comme tu dis, moi j'ai eu des galères de fou. Enfin, j'arrivais pas. Parfois, il y a des moments où je me disais putain, je vais jamais avoir d'intervenant et tout dans mes trucs. Donc à chaque fois qu'on me contacte, qu'un étudiant en journalisme me contacte, moi j'essaie toujours de répondre. Souvent, ça a été par des appels téléphonique, notamment l'année dernière. Là, on est encore plutôt en début d'année, donc j'ai eu quelques messages, j'ai répondu à quelques-uns. Là, du coup, toi, tu m'as envoyé un message. Quand c'est gentiment demandé, en général, je réponds avec le temps que j'ai. Là, on a la chance, en plus, on tombe sur une période où il y a la trêve internationale, donc forcément, j'ai pas d'appel du lundi, par exemple, et on a un peu de temps pour discuter. Donc voilà, non, moi je me demandais juste, du coup, toi, c'est quoi, quelles sont tes aspirations, du coup, aujourd'hui qu'est-ce que tu Où te je vois me faire? vois, Ouais, moi, j'aimerais bien être polyvalent, ok, comme tu dis, que ce soit à l'antenne, en plateau, ou
du journalisme à la télé Ok. que à l'écrit ou dans les rédactions, ou dans le commentaire directement, comme par exemple, comme tu disais, François Marchal ou Paul Chucriel. Mhm. Mais ça, c'est aussi très compliqué. Et du coup, j'essaierai de m'en donner le maximum de moyens. Ouais. Et voilà, mes objectifs, c'est vraiment le journalisme sportif. Dans notre classe, on a plusieurs qui veulent aussi être journalistes sportifs et on sait que c'est un métier assez compliqué. Mhm. Comme tu disais, tu as eu un parcours particulier qui t'a permis d'être où tu es aujourd'hui. J'espère avoir de la chance un peu comme toi et sinon, j'essaierai de me démarquer, je travaillerai un maximum Ouais, bien sûr. pour, euh, pour atteindre mes objectifs. Et voilà, cette première interview, déjà, c'est aussi un de mes objectifs, faire des interviews comme ça, cosy, comme aujourd'hui, et aussi avec des personnalités, que ce soit des acteurs, même des sportifs Mhm. ou des chanteurs. Ça, c'est aussi un objectif que j'ai à part. Mais déjà, faire cette première interview avec toi, ça me tenait vraiment à cœur, ça me fait très plaisir. Et je te remercie vraiment, je te suis vraiment reconnaissant de t'être libéré aujourd'hui pour Avec plaisir. cette interview. Et comment t'en es arrivé à moi, du coup? Comment je suis arrivé à toi? Envoyer un message à moi, parce qu'il y en a plein des journalistes. Oui, à la base, c'était un exercice ou un devoir qu'on avait dans un cours qui s'appelle La grande enquête des métiers du Ok. journaliste. On devait interviewer, pas forcément, comme tu disais, en appel, tu as eu des interviews en appel, on pouvait Ok. faire en appel ou même par message. Mais moi, c'est vraiment un truc que je voulais faire, ça. Ok. Et donc, j'ai cherché plusieurs journalistes. Je me suis fait une liste. Mhm. Et donc, après ceux que je connaissais le plus, que je voyais à la télé, etc., je t'ai contacté. Du coup, j'ai essayé de te contacter. Et tu m'as donné une réponse rapidement. J'étais surpris. C'était sur quoi? Comment? C'était sur quel support tu m'as contacté? Euh, Je m'en souviens plus. Sur Instagram et LinkedIn, je crois. Oui, je t'ai répondu sur LinkedIn, non? Ouais. Alors, franchement, t'as beaucoup de chance parce que je suis vraiment très peu sur LinkedIn. Ça, c'est. Enfin, honnêtement, en fait, je pense que je fais des périodes, genre une fois tous les 2 mois, je pense. Je regarde vite fait et j'ai dû te répondre. Ouais, j'ai dû te répondre là-dessus, du coup. Ok, même je suis très très peu là-dessus. Et bah écoute, t'es bien tombé. T'es bien tombé. Après, ouais, je réponds plus sur Insta en général. Enfin, ça dépend en vrai, je te dis ça, mais sur Insta, parfois, j'ai. Enfin, tu sais, vu que tu es dans. Enfin, qu'en général, quand tu te suis pas, tu es, t'es dans les invitations et parfois je regarde pas de ce côté-là. Enfin, j'ai pas le réflexe. Je suis un jeune vieux, moi, en fait. Je me rends compte quand on se parle, tu vois. Mais ouais, non, du coup, que je regarde là-dessus. Mais ok, d'accord. Mais non, mais c'est cool en vrai. Mais en plus, vous avez des studios et tout. Ouais. Et en fait, là, ils sont à disposition, du coup, entre guillemets, dès que tu veux, tu peux faire une interview? Faut que je le réserve, faut que je prévienne. Donc là, j'ai prévenu une semaine enfin, j'avais prévenu 3 semaines à l'avance. Ok. Ils m'ont dit de reprévenir justement Ok. une semaine à l'avance. Et Ok. donc, aujourd'hui, ils ont pu nous le libérer. Ok. Et voilà. Et t'as un réalisateur, du coup, là-bas Ouais, qui bosse? Samy, le technicien. Ouais. Du coup, c'est lui qui m'a répondu Ok. pour la libération du studio. Et voilà. Tu lui donnes quoi en échange, du coup? Je sais pas. Vous allez discuter après, d'accord. Ok, c'est noté. Hein. Là, il a fait le signe argent, là. Hein. Ah ouais? Non, non, je t'embête. Non, non, je rigole. Mais ok, non, mais c'est cool. Mais en vrai, enfin, tu vois, moi, je fais pas beaucoup d'interviews. D'ailleurs, je crois que c'est ma première comme ça dans ce truc-là. Non, c'est un exercice. C'est rare, parce que j'ai pas l'habitude hein, tu vois, de parler de moi, entre guillemets, tu vois, parce que tu sais, quand t'es à l'antenne, tu as plutôt l'habitude de mettre en valeur les autres, tu vois, parce que tu parles de leur carrière, de l'aspect, comme je t'ai dit, technique. Toi, enfin, je peux en parler, mais je suis pas légitime en soi. Enfin, il y a des moments, forcément, comme je t'ai dit, tu es journaliste et donc tu es factuel et tu mets les choses sur la table ou tu informes, mais forcément, du coup, tu vas plus parler de la carrière, comme je l'ai dit, des mecs que j'ai cités, de Robert, de Flo, d'Olivier Dacour, Christophe, enfin bref, je ne vais pas tous les citer, mais j'en oublierai forcément.
Mais ouais, non, c'est cool aussi de faire cet exercice parce que du coup, ça nous permet de parler vraiment du métier de journaliste, de présentateur. Et c'est vrai que ouais, j'ai 30 ans, mais avec le recul, tu vois, tu te dis que ça fait quand même un petit bout de temps maintenant que je fais ça. Tu vois, je me rendais pas compte en parlant de tout ce que tu fais, en fait, tu vois, parce que ça va tellement vite. Et en fait, tu rentres très vite dans un truc où tout devient normal pour toi, tu vois. Et en fait, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, quand tu te poses, tu te dis qu'il y a des choses où, tu vois, comme je t'ai dit, quand je suis hôte d'accueil à Bercy, bah, tu te dis pas que je vais, je vais être avec certaines personnes en plateau et parler football, le sport qui me fait kiffer et vibrer depuis que je suis petit, quoi. Et donc le fait de faire cet exercice que tu disais qui est différent, là, Ouais. une interview, ça te plaît, ça t'a plu? Ouais, franchement, ouais, non, c'est cool. En fait, c'est dur parce que tu vois, genre, tu sais, je suis très attaché quand je suis à l'antenne à ce que. Tu vois, c'est pas un exercice évident. Tu parlais de conseils tout à l'heure, c'est un autre conseil que je peux donner. C'est toujours, même si parfois c'est chiant, j'aime pas faire ça, mais c'est regarder ce que tu fais, te regarder. Parce qu'en fait, quand tu te regardes, tu vois, et moi je suis assez. Ça se voit pas forcément quand je suis au boulot ou avec les gens, mais je suis assez exigeant avec moi-même. C'est-à-dire que dès que je vais parler, dès que je vais faire une émission, je vais tout de suite faire apurer. Cet élément de langage, je l'ai utilisé, c'est chiant. Putain, cette question-là, je l'ai mal posée. Ça, j'aurais dû faire comme ça. Tu vois, enfin, il faut essayer d'avoir ce petit truc où tu es perfectible. Et là, je me rends compte en te parlant, tu vois, par exemple, j'ai beaucoup utilisé le mot chance. Tu vois, alors que oui, il y a de la chance, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Enfin, je me rends compte en te parlant de tout ça. Donc, mais oui, c'est un exercice qui est quand même plaisant, tu vois. Enfin, tu parles enfin, tu vois, là, je te parle de choses dont je parle finalement très peu. Tu vois, t'en parles avec les gens de ton cercle proche, pardon. Mais ouais, t'as pas forcément l'habitude de dire tout ça, donc c'est plutôt cool, tu vois. Autre chose à ajouter ou pas? Une autre question ou... Non, franchement, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle, je t'avoue. Donc c'est cool, c'est bon signe Ouais. quand je compte pas les heures. Mais non, franchement, c'est cool. Je te souhaite en tout cas d'arriver. T'es qu'au début là maintenant Ouais. du chemin entre guillemets. Ça fait très daron là quand je parle. Enfin, je sens que petit à petit je passe de l'autre côté, tu vois. Genre, mais non, bah, écoute, je te souhaite le meilleur et qu'on pourquoi pas un jour se retrouver. Pourquoi pas professionnellement et qu'on ait l'occasion de se retrouver, ça serait cool. Et écoute, que ce soit à Canal ou j'allais dire ou ailleurs, moi j'espère, pour l'instant je me sens très bien là où je suis, donc j'espère y rester le plus longtemps possible. Donc j'espère que tu auras la chance de vivre des moments comme ceux dont je t'ai parlé tout à l'heure, voire encore plus, parce que je suis dans le partage. Moi, j'espère que tout le monde vit des moments et kiffe parce que il y a suffisamment de choses qui se passent dans la vie aujourd'hui autour de nous pour essayer de profiter des moments que nous on passe et essayer d'avoir des moments de qualité, que ce soit avec ses proches ou dans sa vie professionnelle. C'est très important d'avoir un bon équilibre de vie. Bah, moi, je te souhaite aussi d'avoir encore une longue carrière et qu'on te Merci voit beaucoup, c'est gentil. encore longtemps sur les plateaux et que tu vives encore des moments exceptionnels comme tu as passé à Anfield, par exemple. Et voilà. Moi aussi, c'est un bon mot de la fin là, ça. Bah, merci à tous et j'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi, avec Isaac et moi aujourd'hui, pardon. Et, Avec toi d'abord et avec moi après, ok? Tu peux le dire. mais c'est toi l'invité, c'est toi le Je plus sais, important je aujourd'hui. t'embête. Et on vous souhaite une bonne journée à tous.